Bonjour à tous. Donc, je me présente Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère et président du groupe Écologie, Solidarité et Territoire au Sénat. Oui, je pense qu'on va pouvoir démarrer. Je crois qu'il y a encore des personnes qui arrivent, mais bon, à un moment donné, il faut bien débuter. Voilà, moi, au nom du groupe Écologie, Solidarité et Territoire, je suis évidemment très heureux de vous accueillir ici au Sénat et en plus en nombre, puisque je sais qu'il y avait plus d'une centaine d'inscrits, qu'on a des personnes qui sont également en visio. Et donc très heureux de vous accueillir ici pour la tenue de ce colloque qui est consacré aux enjeux de l'accueil et de l'accompagnement des personnes exilées dans les territoires et qui est co-organisé avec l'Association nationale Villes et Territoires accueillants. Et je remercie ici ses coprésidents, Madame Jeanne Barzéguian, maire de Strasbourg, donc, qui est empêchée pour des raisons de santé, mais qui sera représentée par son adjointe, Madame Floriane Varieras, et puis Damien Carême, député européen, également coprésident de Envita, et à qui je donnerai la parole juste après. Donc ce colloque, c'est le fruit justement d'une collaboration de longue date avec l'Association nationale des villes et territoires accueillants. Et nous avons souhaité venir nourrir le débat parlementaire sur les enjeux de l'accueil et de l'accompagnement, et notamment de l'accès aux droits dans un moment politique et législatif important, avec ce texte qui nous est annoncé, dont on ne sait toujours pas exactement la date, puisque à chaque fois il recule. On nous parle de mars, mais on ne sait toujours pas exactement et même le contour exact de ce texte. Et donc sur l'accès aux droits dans un moment, je le disais, oui, politique législatif important. Et j'en profite pour remercier à la fois l'ensemble de mes collègues sénatrices et sénateurs qui sont ici présents, dont certains interviendront, Thomas Dessus, Raymond de Poncé et puis Guy Benaroche, et puis Elsa Fossillon, députée aussi, qui nous fait l'honneur de sa présence et qui interviendra également. Donc en effet, à la veille du nouveau projet de loi relatif à l'immigration porté par le gouvernement, il nous est apparu important de donner la parole aux maires, aux élus locaux et aux associations qui agissent, je dirais, tous les jours dans les territoires pour défendre tout simplement une politique de l'accueil qui soit fondée sur nos valeurs, sur les valeurs de solidarité et de fraternité. Une politique qui s'inscrit bien souvent en dehors de leurs compétences, en tout cas avec des contours qui sont souvent mal définis, avec des moyens évidemment contraints et qui sont de plus en plus contraints, dans un cadre administratif qui est souvent mouvant et très souvent contradictoire, et donc dans un contexte de tensions vives et de postures xénophobes. On a hélas plusieurs illustrations, et je parlerai de la récente décision, notamment du maire de Callac en Bretagne, qui a été contraint de renoncer, sous la pression de l'extrême droite, à un projet d'accueil de réfugiés sur sa commune, après que le conseil municipal ait reçu des menaces de mort. Donc voilà jusqu'où on peut aller et jusqu'où on en est dans notre pays sur ces questions-là, et pourra faire suivi d'autres projets sur les territoires auprès d'élus et de maires. Je peux vous dire que le courage qu'il faut quand on est élu, quand on est maire, pour aller jusqu'au bout de ce type de projet. L'espoir, en tout cas, et je dirais la note positive, c'est que quand on arrive au bout, ça fonctionne, ça marche, et ça a une implication très forte sur les territoires. Donc je pense que c'est ça aussi qu'il faut retenir, justement, c'est que quand on a une politique digne en termes d'accueil, ça fonctionne sur les territoires, c'est accepté par les populations, et je pense que c'est bien ça qu'il faut avoir en tête. Le moment est donc important, et les vies qui sont en jeu nous obligent donc à construire une politique d'accueil et d'accompagnement pour les personnes qui n'ont d'autre choix que celui de fuir leur pays, et sous la contrainte de choisir le chemin de l'exil. Mais je dirais, quelles que soient en fait toutes les personnes qui quittent, quelles que soient leurs raisons, nous avons ce devoir de les accueillir, et de les accueillir dignement. Construire une politique à même de préserver les libertés et les droits fondamentaux en garantissant justement l'accès aux droits sans barrière, ni discrimination, quel que soit leur statut administratif, et je pense que c'est important, de manière inconditionnelle. Et ce sera le sens du débat des 2 tables rondes. Donc la première qui est consacrée à l'accès aux droits, et puis la seconde à l'hébergement,
puisqu'effectivement, cette question de l'hébergement, dont les collectivités sont directement, font face à ces problèmes directement, nous paraissait aussi important. Donc je tiens à remercier les intervenants qui sont présents et qui ont accepté de se prêter à cet exercice, qui n'est pas toujours facile, de présenter dans un temps contraint à la fois leur vision sur un sujet aussi complexe que celui de l'accueil et de l'accompagnement des personnes exilées. Je tiens également à remercier, parce que je pense que c'était important, la présence de M. Georges Boss, sous-préfet et directeur du pôle migrants au sein de la délégation interministérielle à l'hébergement et à l'accès au logement, qui interviendra donc dans la deuxième table ronde. Donc, il y a une petite erreur d'inversion dans le programme, hein, donc il interviendra bien juste dans la deuxième table ronde. Et je tiens à excuser la présence de M. Olivier Klein, ministre du Logement, que nous avions convié évidemment et qui est retenu par d'autres obligations, qui nous avons fait part en tout cas de la tenue de ce colloque. Et évidemment, on lui transmettra le compte-rendu en tout cas des débats que nous aurons. Enfin, je remercie Madame Sophie Bilong, chercheuse à l'Institut français des relations internationales, qui a bien voulu accepter l'animation de ce colloque et de faire le lien justement entre nos intervenants et la salle présente ici, mais également en visio, puisque j'ai dit qu'on était près plus d'une cinquantaine de personnes qui suivent ce colloque à distance. Et vous dire enfin que le colloque est filmé et fait l'objet d'une captation vidéo, et donc ça sera en ligne sur le site internet du groupe écologiste et de l'Envita. Et les actes du colloque seront évidemment rendus publics. Avant de terminer, je voudrais quand même remercier très vivement l'ensemble des équipes qui ont participé à l'organisation de ce colloque, parce que c'est pas une mince affaire. À la fois les équipes, à la fois mes équipes, les équipes du groupe Écologie, Solidarité et Territoire et les équipes d'Envita, hein, qui ont travaillé, main dans la main pour pouvoir organiser ce colloque. Et avec, moi je suis très satisfait en tout cas qu'il y ait ces réponses-là, puisqu'on est à peu près plus d'une trentaine de collectivités qui sont représentées, une cinquantaine d'associations qui sont également présentes. Donc voilà, moi il me reste juste à vous souhaiter un débat à la fois riche, éclairant dans cette période de vœux. Je ne peux que vous souhaiter à la fois une année fraternelle, on en a clairement besoin, écologiste, solidaire et évidemment au plus proche des territoires. Et je laisse la parole à Damien Carême, député européen et donc coprésident de l'Envita. Merci à tous. Merci Guillaume, je vais le faire d'ici, comme ça on ne perd pas le temps du déplacement, on va essayer de récupérer le temps perdu tout à l'heure. Merci au groupe écologiste Solidarité et Territoire du Sénat d'organiser ce colloque avec l'Envita aujourd'hui. Je pense qu'effectivement il y a un moment où il faut qu'on pose les choses sereinement, où il faut qu'on montre comment les collectivités sont partie prenante du débat qui s'annonce, et ce sont les collectivités qui sont en première ligne avec ces publics exilés qui arrivent sur les territoires. L'État apporte ou non des réponses. En tout cas, ce sont les collectivités qui doivent assurer le maintien en dignité de ces personnes qui arrivent sur le territoire. On ne peut pas, une collectivité a des codes auxquels réagir. La collectivité ne doit pas obéir à un ministre, elle doit obéir à des codes, le code de la famille, le code de la santé publique, le code de l'urbanisme, les codes. Et son obligation, c'est de ne pas laisser des publics sans accès à un logement, sans accès à de l'eau potable, à des sanitaires, etc., etc. Ça, c'est des obligations qui découlent d'un certain nombre de codes. C'est face à ce constat-là qu'on a créé l'Envita en 98, maintenant, il y a bientôt 5 ans, qui rassemble aujourd'hui l'Association nationale des villes et territoires accueillants, 75 collectivités différentes, du village de 14 habitants du côté de la Drôme jusqu'à des villes de plus de centaines de milliers d'habitants, la ville de Marseille par exemple, deuxième ville de France, ou la ville de Lyon qui est une autre collectivité importante. 3 régions, Occitanie, centre Val-de-Loire, centre-Val-de-Loire, excusez-moi, la nouvelle géographie des régions, je ne l'ai pas encore complètement en tête, et la Bourgogne-Franche-Comté, et 3 départements aussi, la Gironde, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, malgré le fait que le Val-de-Marne soit passé aux Républicains, ils ont gardé leur adhésion à l'Envita, et je pense que c'est aussi plein de sens, et c'est important. Et
ce qu'on souhaite à l'Envita, on parle, ce qu'on met dans nos statuts, dans notre objet et dans la charte que doivent signer les collectivités qui adhèrent, c'est cet accueil inconditionnel à mettre en œuvre. Et cet accueil inconditionnel, il se met en œuvre d'autant plus facilement quand on a l'État qui est partenaire. Et c'est pour ça qu'on prône pour un triptyque État, collectivité, association, ONG, société civile en tout cas, parce que quand on réunit ces trois ingrédients, l'expérience qu'on peut avoir avec les villes adhérentes de l'Envita, mais aussi il y a plein de collectivités qui accueillent, qui ne sont pas encore adhérentes à l'Envita, les choses se passent merveilleusement bien. On arrête tous les fantasmes qu'on met en avant autour de la migration, tous les fantasmes autour de l'appel d'air. Bon, c'est pas parce qu'on organise bien les choses qu'il y a plus de personnes qui arrivent sur le territoire. C'est pas parce qu'on organise quelque chose qu'on quitte son pays très lointain, qu'on laisse tout, la famille, etc., pour venir. Donc voilà, quand on prouve ça sur un territoire, ça marche bien. On est content quand l'État travaille avec l'Envita. Ça a été le cas, par exemple, récemment, dans le cadre de la crise ukrainienne, pour trouver des solutions de logement. Parce que vous savez, grâce à cette superbe directive européenne de protection temporaire qui a été activée pour la première fois depuis 2001 avec cette crise ukrainienne, ce qu'on regrette, hein, nous on avait demandé, le groupe politique auquel j'appartiens au Parlement européen avait demandé son activation lors de la crise afghane, mais on n'avait pas obtenu du Parlement ou de la Commission qu'elle se mette en œuvre. Mais voilà, c'est une belle directive qui a permis d'accueillir sans que l'économie européenne s'effondre, sans que le marché du logement s'effondre, sans que le système de santé européen s'effondre, 7 millions d'exilés sur le territoire européen en quelques mois. Et voilà, ce qu'on demande, ce qui s'est passé là pour les Ukrainiens, qu'on puisse le faire à chaque fois, qu'il y ait le même sujet, c'est-à-dire un conflit quelque part. On aurait aimé, je vous l'ai dit, avec l'Afghanistan, mais ça a été vrai aussi quand quelques milliers de personnes ont été mis par Loukachenko à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, puissent être accueillis correctement dans notre pays. On a les moyens de le faire. Et donc on a accompagné l'État français avec les collectivités pour trouver des solutions de logement, d'hébergement dans la crise ukrainienne pour les quelques 100 000 personnes qu'on a accueillies en France. Et je tiens à nous féliciter collectivement, État et Envita, d'avoir collaboré là. Et ce qu'on demande, c'est que cette collaboration, elle se poursuive tout le temps, en tout lieu, à tout moment, et Floriane en parlera plus précisément aux côtés des collectivités. Mais il se trouve que la compétence première pour accueillir ces personnes, c'est de la part de l'État, et que quand l'État ne réagit pas, les concitoyennes et les concitoyens dans les villes, ils disent c'est la faute du maire ou de la maire s'il y a des gens dans la rue et pas de l'État, parce qu'ils ne savent pas que c'est de la responsabilité. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on y ait une réponse qui se construise et qu'on arrête pour ça, et c'est le lien avec la loi qui va arriver, qu'on arrête de stigmatiser ces personnes. Comment voulez-vous faire au niveau local un accueil digne entre population accueillie et population accueillante, si en haut on dit la migration c'est la source de tous nos problèmes dans la société, c'est compliqué après de concilier les choses au niveau local. On les accuse pratiquement de creuser le déficit de la sécurité sociale, de faire les retraites, à la limite si on fait une réforme des retraites c'est parce qu'il y a trop de migrants chez nous, de la crise de l'éducation, le manque d'investissement dans les transports en France c'est bientôt de la faute des migrants. Et voilà, quand on les accuse de tous les maux, quand on voit la migration comme un problème, c'est compliqué après pour les collectivités locales de faire ce lien entre les populations et de faire en sorte que ça se passe bien. Et pour ça, on a besoin d'un débat apaisé en France. On le voit, et Guillaume en a parlé, avec Callac, cette petite commune bretonne de 1400 habitants, qui avait un souhait finalement avec des personnes statutairement reconnues, donc qui étaient dans la plus complète égalité, avec une fondation qui arrivait derrière pour mettre en œuvre, relancer ce territoire qui perdait des habitants, a eu une pression dingue de par l'extrême droite, des mouvements d'extrême droite, et a dû, face aux menaces de mort, renoncer à son projet. On aurait dû les accompagner plus tôt. Moi, j'ai un regret Envita, c'est de pas avoir été là plus tôt à leur côté pour les aider à faire face, parce que c'est pas facile quand on se prend cette volée de bois vert derrière. Mais j'aimerais bien aussi que l'État, là, aille chercher les fautifs, ceux qui sont à l'origine de ces plaintes et de ces menaces de mort, et qu'on y mette la même énergie que quand on a des personnes qui défendent l'eau sur notre territoire et s'opposent à la construction de bassines. On a aussi besoin sur les collectivités, et je terminerai là-dessus, et du coup c'est la transition que je ferai avec Floriane,
Vous savez, les collectivités, elles sont dotées pour respecter le code de l'urbanisme, le code des finances publiques, les codes, etc. Et peu sur les migrations, les problèmes migratoires, parce que c'est pas dans cette compétence. Et justement, l'Amvita, c'est ça aussi, c'est pouvoir mettre en commun nos expériences pour pouvoir aider les collectivités. C'est ce qu'on vient de faire avec un document que vous avez à l'accueil, là, sur l'accueil inconditionnel, sur le prisme juridique, qui aideront les collectivités à pouvoir répondre des fois quand les oppositions les attaquent sur des « mais vous n'avez pas le droit », etc. Ce document-là va apporter, va aider les collectivités, les élus locaux à apporter à leur population aussi et à leurs oppositions les réponses juridiques quant à cette question-là. Voilà, j'en dirai pas plus, je laisse à Floriane la transition vers les territoires, non? Ah bon, voilà. Okay. Merci bien. Merci. Merci Damien, merci à toutes et tous pour l'organisation et puis pour votre présence. La maire de Strasbourg regrette de ne pas pouvoir être là et elle m'a demandé de la représenter et de la saluer pour elle. Au-delà de mon engagement politique en faveur des droits humains et contre une certaine hiérarchisation de la misère que certains s'acharnent à exprimer, je souhaite vous partager notre expérience de terrain. Quelle est la situation dans nos territoires, en l'occurrence à Strasbourg? Comment les gérons-nous? Avec quels moyens et quelles en sont leurs limites? À Strasbourg, métropole d'environ 500 000 habitants, c'est une ville carrefour, c'est d'ailleurs son étymologie. C'est un lieu d'entrée sur le territoire français. Strasbourg est une ville étape pour de nombreux flux migratoires et donc doit gérer un flux continu de personnes cherchant en France un avenir meilleur et fuyant à passer ou un présent douloureux et sans perspective. Mais ce n'est pas tant le nombre de personnes qui nous pose le plus de difficultés, mais c'est bien le fait que leur intégration au sein de notre ville est rendue quasiment impossible par l'existence de procédures nationales d'obtention de droits particulièrement complexes et décourageantes. Et les délais auxquels se confrontent les personnes qui viennent d'arriver sur notre territoire pour espérer pouvoir obtenir des droits ne font que s'allonger, les conditions ne font que se cumuler. Et à cela, si on ajoute la barrière de la langue, la complexité de l'organisation administrative, l'absence de lien social quand ils arrivent sur le territoire, et on a là tous les ingrédients nécessaires pour faire de la vie de ces gens qui ont déjà mené un parcours de combattants avant d'arriver ici, un véritable cauchemar. Le droit prévoit pour chaque demandeur d'asile des droits, un hébergement en CADA, une aide financière et la scolarisation des enfants. Mais on le sait bien, les CADA sont saturés et sous-dotés, l'aide financière est conditionnée en plus à une condition d'hébergement, de même que la scolarisation qui est liée à une obligation de domiciliation. Et en conditionnant ainsi l'accès aux droits, pour nous, le législateur lui fait perdre toute sa substance. Pour ce qui est maintenant des personnes pour qui le parcours se complexifie, c'est-à-dire les personnes dont la demande a été rejetée, que l'on appelle dans nos services les ménages aux droits incomplets, et je crois que tout est dit dans cette dénomination, ces personnes n'ont en réalité plus beaucoup de droits. Théoriquement, elles ont accès à l'hébergement d'urgence, un droit que leur confère a priori leur qualité d'être humain, mais dans les faits, le manque de place et l'embolisation du système les empêchent souvent d'exercer ce droit fondamental. Alors, puisque ces personnes ne comptent pas pour autant retourner dans le pays d'origine qu'elles ont été amenées à fuir, elles se retrouvent souvent dans nos villes en situation d'errance. Souvent avec un parcours ballotté. De CADA, elles vont passer dans un centre d'aide au retour, puis retourneront à la rue, puis échangeront de ville, etc., etc., dans un cercle un peu infernal d'errance sur l'ensemble du territoire français. Après cela, elles finissent par disparaître, j'ai l'impression, des yeux de l'État, et pourtant, ces personnes existent bien, elles vivent sur notre territoire, et tout ce que leur invisibilisation administrative provoque, c'est une rupture d'accompagnement social qui rend leur accès à l'hébergement complexe, au logement carrément impossible, et à leur intégration sur notre société extrêmement difficile. Les effets principaux de cette invisibilisation par l'État, ce sont les collectivités locales qui finissent par les gérer. On le sait, les hébergements d'urgence sous-dimensionnés, particulièrement aux frontières, comme le souligne le rapport parlementaire Crimi et Nadeau. Et si nous convenons que les nuitées hôtelières ne sont ni idéales ni vraiment dignes, la volonté de l'État, en tout cas pour ce qui est de Strasbourg, de transformer ces places d'hébergement d'urgence en intermédiation locative, les exclut de fait les personnes qui sont en exil. À Strasbourg, en décembre, on a dénombré 500 personnes sans abri, dont de nombreuses personnes sont en situation irrégulière, si ce n'est la grande majorité. Et c'est sans compter toutes les personnes qui vivent en squat, qui sont en proie aux marchands de sommeil ou encore qui trouvent une nuit sur un bout de canapé.
Et si ces personnes sont invisibles pour l'État, elles sont bien présentes dans les rues et dans les parcs de notre ville. On a vu l'émergence de plusieurs campements, et que ce soit des tentes regroupées ou des tentes diffuses à travers la ville ou encore dans des voitures. Alors que faisons-nous ? À Strasbourg, on a décidé de prendre des mesures d'urgence. On a ouvert mi-septembre un gymnase pour 1,2 million d'euros par an sur les deniers de la ville. Un gymnase qui peut accueillir une centaine de personnes et spoiler alerte, il est plein tous les soirs. Cela ne relève pourtant pas de notre compétence et cela prive en plus les habitants d'un lieu public, sans offrir pour autant des conditions d'hébergement pour les personnes qui en bénéficient dignes. Nous avons aussi choisi d'équiper les campements existants sur notre territoire pour répondre aux besoins de première nécessité, l'accès à l'eau, aux toilettes, ramasse des déchets, dératisation, favoriser la scolarisation des enfants, réaliser des maraudes, bref, donner le minimum, mais on en convient et cela est pour nous un pansement sur une jambe de bois. Aussi, on essaye de pouvoir sortir la tête de l'eau et garder des mesures de long terme. Donc on a financé et ouvert 600 places d'hébergement avec accompagnement social dans du logement diffus depuis le début du mandat. On essaye aussi de pouvoir innover. Et d'ailleurs, l'Ukraine nous a permis de pouvoir innover sur plusieurs aspects. On a ouvert avec l'État et les associations un centre de pré-accueil au centre-ville de Strasbourg face au flux de personnes venant d'Ukraine. On était à 300 par jour à un moment donné, ce qui pour une ville, pour Paris est peut-être peu, mais pour Strasbourg est beaucoup. Donc un centre de pré-accueil qui permettait de fluidifier les parcours et de retrouver au même endroit toutes les infos essentielles et un lien humain qui est si important pour faciliter les procédures et l'accès aux droits. De manière plus pérenne, suite à cette expérience, on a ouvert en décembre un Welcome Center qui s'appelle La Trêve, T''Rêve. C'est un lieu de répit, d'accès aux droits et rassembleur de volonté citoyenne et de force de solidarité. Et le premier bilan qu'on en fait, si ces portes sont un accueil inconditionnel, c'est qu'un mois après l'ouverture, le besoin est bien confirmé. Le public est composé de 64% de personnes en exil, 6% de demandeurs et 42% de personnes sans droit et 16% de personnes avec un statut. Le constat que j'expose ici, il est partagé à travers l'ensemble des villes avec lesquelles j'ai pu être en contact ces derniers mois. Et au-delà, et ce d'ailleurs au-delà de logique partisane. Il n'est pas particulièrement local à Strasbourg, mais bien relève les difficultés structurelles qu'il y a sur l'accueil. Et c'est là aussi notre cri d'alerte et l'intérêt de notre présence ici. Le problème systémique, c'est que notre système crée des personnes qui sont sans droit et qui sont du coup dans ces situations d'errance. C'est ces constats qui ont provoqué la lettre ouverte à France Urbaine sur les enfants à la rue, qui ont provoqué aussi la lettre ouverte à la Première ministre et au ministre Klein ces derniers mois. Puis en décembre, à Strasbourg, on a décidé, comme le dernier levier d'alerte, un appel à un recours contre l'État, non sur les questions d'accueil, mais bien sur la question de la mise à l'abri. Et de nombreuses villes d'ailleurs et associations ont souligné l'intérêt de cette démarche. Il ne s'agit pas ici de politiser et d'utiliser la misère, ni de se démarquer de manière partisane. Et on ne fait pas un recours pour le plaisir, on le fait pour provoquer un changement structurel, pour améliorer concrètement la vie de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants en errance. Et je souhaite d'ailleurs souligner que c'est cela l'objectif premier, ouvrir les yeux et réparer, mettre fin à cette indignité et refuser sa fatalité. L'expérience ukrainienne nous montre qu'un accueil digne est possible, et nous appelons avant tout au dialogue et à la cohésion. En conclusion, ce sont des échanges comme ce matin qui nous permettent d'ouvrir les yeux. Chaque niveau de mobilisation compte. Nous venons d'ailleurs de commencer l'année 2023, donc je vous souhaite à toutes et tous une bonne année. Et pour 2023, je nous souhaite collectivement de ne pas mettre la tête dans le sable, de ne pas faire l'autruche, mais bel et bien d'ouvrir les yeux et de regarder bien en face la situation de ces femmes, de ces hommes et de ces enfants en exil. Et parce qu'ils et elles sont là, sont bien présentes sur nos territoires aujourd'hui, et avec la crise climatique encore plus demain, les ignorer et leur enlever leurs droits fondamentaux ne les feront pas disparaître. Merci beaucoup et j'ai hâte de pouvoir écouter la suite.
Bonjour à toutes et tous. Donc Elsa Faucillon, députée des Hauts-de-Seine, de la première circonscription, donc Gennevilliers, Colombes, Villeneuve-la-Garenne, un territoire populaire qui, pour certaines de ces villes, en tout cas dans cette circonscription, tente aussi de travailler à l'accueil et à l'accompagnement. Et on peut voir aussi évidemment les différences quand des changements de majorité s'opèrent. Je prends le cas de Colombes, par exemple, où la précédente municipalité avait créé tous les freins possibles pour la scolarisation des enfants, soit parce qu'ils étaient dans des squats, dans des hébergements d'urgence, qui avaient été jusque même leur interdire la cantine, quand bien même ils accédaient à l'école. Ça, c'est fini. Donc c'est extrêmement important évidemment pour ces familles et pour ces enfants, et c'est des leviers d'action bien plus importants. Je veux vous remercier de m'accueillir, d'abord pour pouvoir écouter, mais aussi peut-être à titre encore plus personnel, ça fait du bien de sortir de cette assemblée où depuis quelques jours nous avons retrouvé ces 89 députés du Rassemblement national. Hier c'était la journée de leur journée d'initiative parlementaire, où il était question d'uniforme à l'école. Vous avez dû en entendre un petit peu parler. Mais pour vous dire, à travers ça, évidemment, mon inquiétude, et j'imagine une inquiétude partagée, puisque les idées d'extrême droite avancent, puisqu'ils sont aujourd'hui 89 députés du Rassemblement national, et que quand il y a, y compris la femme du président de la République qui soutient l'uniforme à l'école, mais aussi un ministre de l'Intérieur qui, après des premières annonces parlant de régularisation de travailleurs sans papier, finit par rejoindre les discours à la fois simplistes, mais alimenter les fantasmes existants, les fantasmes xénophobes. Évidemment, il y a des raisons de s'inquiéter, mais aussi des raisons d'agir encore plus fort pour lutter contre ça, et des raisons de s'unir aussi pour pouvoir faire face. C'est donc évidemment d'être avec vous et de poser les termes du débat sur des enjeux d'accueil et d'accompagnement. C'est évidemment totalement à rebours, et ça inverse la logique actuelle, qui est une logique de rejet, de suspicion. Et vous avez vu dans les éléments de langage pour installer le texte sur immigration qui va nous arriver au Parlement, les mots qui sont posés, c'est ceux d'expulsion, d'OQTF et de délinquance. Donc, on accole le mot d'étranger à ces termes-là, créant donc un climat de suspicion généralisée. D'ailleurs, une suspicion généralisée qui finit par être évidemment sur l'étranger, celui qui vient de loin, celui qui n'a pas une couleur de peau blanche, mais aussi sur celui finalement qui est très différent dans les modes de vie. Et donc c'est un climat qui installe et qui met en danger la cohésion sociale, qui est déjà largement fragilisée dans le peuple aujourd'hui, mais qui fait mal en tout cas à la cohésion que bien des acteurs et des actrices tentent de créer sur les territoires, lieux où généralement l'instrumentalisation est moins prégnante, même si elle existe évidemment. J'imagine que les habitants de Béziers me diraient certainement le contraire, mais où en tout cas les villes, les villages sont plutôt le lieu où les questions se posent très concrètement et où l'instrumentalisation s'éloigne. Quelques mots donc sur ce texte qui va nous arriver, même si on n'a pas encore tous les contours, on commence quand même à en avoir quelques aspects. Je le disais, les toutes premières annonces nous parlaient de régularisation de travailleurs sans papier. On en avait discuté très brièvement, Damien. Damien, il est plus optimiste que moi. Donc, il m'a dit, c'est super, c'est un levier, on va pouvoir se battre. Je lui ai dit, je suis un peu plus prudente, voire même un peu plus méfiante. Moi, je suis toujours pour qu'on se batte, et on va se battre. Parce qu'il y a des choses sur lesquelles on va pouvoir bosser, mais forcément j'avais été immédiatement très refroidie par l'annonce de Dussopt qui tout de suite derrière dit ça va concerner quelques milliers de personnes. Quand on sait aujourd'hui le nombre de travailleurs sans papier sur notre pays, qui avoisine plutôt les quelques centaines de milliers plutôt que les quelques milliers, évidemment j'ai été très rapidement refroidie, et quand je vois les premiers éléments de texte qui favorisent plutôt la discrimination, le tri, la réduction des droits, plutôt que l'intégration, les moyens mis pour, par exemple, l'apprentissage de la langue, plutôt que d'en faire un élément de discrimination, évidemment, ça nous invite non pas au pessimisme, mais à redoubler évidemment d'efforts, de conviction, d'arguments et d'unité pour le permettre.
D'ailleurs, même sur la question du travail, je le dis parce que c'est un élément fort aussi pour les territoires, cette question-là. Parce que le travail, ça permet une intégration et donc que les villes, elles puissent ensuite déployer tout ce qu'il y a autour. Sauf que là, la vision qui est faite dans les premiers des éléments de texte qui nous sont donnés, c'est une vision profondément déshumanisante, y compris du travail et de la personne qui pourrait travailler. Parce que la personne, elle ne vient que pour remplir des tâches utiles à la nation et pour surtout pas pouvoir y participer, y contribuer et en bénéficier dans tous les aspects culturels, sociaux, de liens humains. Et donc, on est évidemment face à une vision très utilitariste des migrations qui s'éloigne en tout cas des recherches sur les territoires de cohésion sociale et d'efficacité tout simplement. Je sens qu'il faut peut-être conclure, donc je veux nous souhaiter évidemment des victoires pour l'accueil, pour l'accompagnement. Je veux aussi souhaiter à tous les acteurs et toutes les actrices de l'accueil et de l'accompagnement à la fois du courage, mais ça je sais qu'ils et elles en ont, mais aussi de notre soutien en tant que parlementaires et tout faire pour que leur criminalisation cesse, pour qu'ils soient protégés, parce qu'on voit combien ça devient un enjeu extrêmement fort, mais aussi protéger les élus dans les villes qui tentent d'œuvrer pour cet accueil et cet accompagnement, parce qu'eux-mêmes deviennent criminalisés. Et au-delà du fait qu'on va demander évidemment très fort à l'État qu'il accompagne les territoires, on va déjà peut-être lui demander qu'il arrête de les vilipender et de leur mettre des obstacles pour leur permettre cet accueil et cet accompagnement. Et puis plus généralement, eh bien, écoutez, amour et fraternité à chacun d'entre vous. Merci beaucoup.